Bonjour mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur RTI 1. Vous suivez le 13h, voici les titres de votre journal. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Emmanuel Macron et Alassane Ouattara ont lancé jeudi à Treichville les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des travaux qui vont coûter 918 milliards de francs CFA. Grâce à la coopération ivoiro-mauricienne, des tours jumelles de 16 étages chacune seront construites au village des technologies de l'information et de la biotechnologie. Bruno Koné et le Premier ministre mauricien ont lancé hier les travaux de construction de ces tours. La Fédération internationale de taekwondo a attribué à la Côte d'Ivoire l'organisation de la finale du Grand Prix, une première sur le continent, suivie de celle de la Coupe du Monde par équipe. Ces deux compétitions sont prévues ici à Abidjan du 2 au 6 décembre prochain. La France et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Le président français Emmanuel Macron, qui était à Abidjan les 29 et 30 novembre dernier pour prendre part au 5e sommet UA-UE, a lancé jeudi aux côtés du président Alassane Ouattara les travaux de construction de la ligne 1 du métro d'Abidjan. Des travaux qui vont coûter 918 milliards de francs CFA et qui seront financés par la France. Le train urbain reliera les communes de Port-Bouët et d'Anyama. Il sera mis en service en 2022 et permettra de transporter chaque jour plus de 500 000 passagers. Mahama Traoré, Abiba Dambélé, Saoué. La ligne 1 du métro d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés ce jeudi par les présidents Alassane Ouattara et Emmanuel Macron, mesure 37 km. Elle permettra de relier la commune d'Anyama à celle de Port-Bouët en 50 minutes seulement. Durant le trajet, ce métro va effectuer des escales dans ses 20 différentes stations établis dans les communes d'Abobo, d'Adiamé, du Plateau, de Treichville et de Marcory. Le chantier implique également 40 passerelles piétonnes, 21 ponts rail-route et un pont viaduc au-dessus de la lagune ébriée. 2000 travailleurs ivoiriens seront mobilisés pour réaliser cet ouvrage dont le coût global est estimé à plus de 918 milliards de nos francs, montant financé par la France au nom de sa relation historique avec la Côte d'Ivoire. C'est un projet d'aménagement urbain pour une mégalopole régionale, continentale, qui est indispensable. C'est un projet qui changera la vie des habitants, qui permettra de développer l'activité économique et qui est cohérent avec vos engagements climatiques parce qu'il réduira les déplacements individuels. Ce projet s'accompagne également d'une rénovation des infrastructures et en particulier du pont et d'un travail encore plus profond pour lequel la France est aussi partenaire, qui est la ligne ferroviaire, qui elle aussi permettra d'améliorer les communications et le rayonnement économique du pays. Je suis fier qu'un groupement d'entreprises français permette la réalisation de ce projet au bénéfice des Abidjanaises et des Abidjanais. Et je veux ici vous dire que la France vous a proposé une offre de financement sans précédent. Avec 1,4 milliard d'euros, cette offre constitue l'effort le plus important que la France ait jamais réuni au démarrage d'un projet de transport urbain à l'étranger. Je me réjouis du lancement des travaux de la construction du métro d'Abidjan, un projet ambitieux dont la matérialisation doit beaucoup à votre engagement personnel, à voir la France nous accompagner dans son financement. Ce projet, dont je souhaite l'aboutissement rapide, est un motif de grande fierté. Il va révolutionner et fluidifier le transport urbain à Abidjan, impacter positivement l'économie nationale et la qualité de vie de nombreux foyers, grâce notamment aux 2000 emplois qu'il va générer et aux gains de temps qu'il va entraîner aux 530 000 Abidjanais. Je dis bien 530 000 Abidjanais qui vont l'emprunter quotidiennement et aux 180 millions de passagers qu'il va transporter par an. Il était impensable qu'Abidjan, ville africaine de plus de 5 millions d'habitants, n'ait pas son métro pour affirmer sa modernité et son dynamisme. Nous avons toujours voulu le meilleur pour les Ivoiriens en matière d'infrastructure. À cet égard, le métro d'Abidjan bénéficiera de toutes les dernières technologies et des équipements modernes dédiés au confort
des Ivoiriens. La ligne 1 du métro d'Abidjan roulera à une vitesse de pointe de 80 km/h. Les trains auront une fréquence de moins de 2 minutes. Un projet moderne, symbole du nouveau dynamisme de la coopération ivoiro-française, chose dont se félicitent les chefs d'État ivoiriens et français. Les relations qui existent entre nos deux pays sont excellentes et je voudrais le souligner. Elles se renforcent davantage et se diversifient chaque jour. Et cela ne peut que me réjouir personnellement. La solide relation qui existe entre la Côte d'Ivoire et la France nous permettra de surmonter bien de défis globaux au plan sécuritaire, économique et de gouvernance. La Côte d'Ivoire est un partenaire de tout premier plan pour la France et un partenaire qui prend toutes ses responsabilités pour le continent africain. Notre relation bilatérale, ancienne, forte, vivace, qui est faite de femmes et d'hommes vivant entre nos deux pays et dans nos deux pays, d'histoire familiale et de génération en génération, elle se traduit par des projets concrets qui vont changer la vie des Ivoiriens. La mise en service de la ligne 1 du métro d'Abidjan est prévue pour 2022. Elle viendra ainsi désengorger le trafic routier et lagunaire dans la capitale économique ivoirienne. Une deuxième ligne de métro est également envisagée pour la modernisation de la ville d'Abidjan. Les communes de Yopougon et de Bingerville seront respectivement les points de départ et d'arrivée de cette autre ligne de métro. Et avant de se rendre à la gare ferroviaire de Treichville pour procéder au lancement des travaux de construction du métro d'Abidjan, Emmanuel Macron a été reçu au palais de la présidence de la République par son homologue Alassane Ouattara. Une rencontre qui s'est soldée par la signature de conventions portant sur le C2D, contrat de désendettement, développement d'un montant de plus de 65 milliards de francs CFA comme appui budgétaire à la Côte d'Ivoire. Le reportage de Jérôme Kofi Aboulin. Jeudi 30 novembre 2017, nous sommes pratiquement en début de matinée quand le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire reçoit un hôte de marque. Il s'agit du président de la République française, Emmanuel Macron, attendu et accueilli par son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État décident ainsi de se retrouver en marge du 5e sommet Union africaine-Union européenne. Cela dans un cadre tout à fait particulier, celui de la cérémonie de signature de deux conventions. La première porte sur l'avenant au deuxième contrat de désendettement et de développement C2D. L'objectif au bout, c'est de réaménager les enveloppes budgétaires des projets en vue du financement de l'appui budgétaire global 2017. Quant à la deuxième convention d'un montant de plus de 65 milliards de francs CFA, elle va permettre de financer le déficit budgétaire 2017 de la Côte d'Ivoire, dû à la chute du cours du cacao. Cette cérémonie de signature de convention se veut une occasion de plus pour toutes les parties de mettre un point d'honneur sur les relations franco-ivoiriennes. Relations à travers un partenariat dit renouvelé et équilibré dans une responsabilité partagée. On peut dire que le président Emmanuel Macron, en rencontrant le président Alassane Ouattara au palais présidentiel ce jour, fait d'une pierre deux coups. Cette étape s'inscrivant bien entendu dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié du président français en Côte d'Ivoire, en plus de sa présence au rendez-vous d'Abidjan. Il est bon de le noter, c'est la première visite du président Emmanuel Macron sur le sol ivoirien depuis son élection comme président de la République française le 14 mai 2017. Outre la France, la Côte d'Ivoire avance avec bien d'autres pays et la coopération ivoiro-mauricienne est un bel exemple. Grâce à cette collaboration, les tours jumelles de 16 étages chacune sortiront prochainement de terre. Ce sera au Vitib, le village des technologies, de l'information et de la biotechnologie. Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste et le Premier ministre mauricien ont lancé hier vendredi les travaux de construction de ces tours, travaux qui vont durer 2 ans et coûteront plus de 10 milliards de francs CFA. Cheikh Koné. La signature de cet accord cadre entre le Fonds mauricien pour l'Afrique et le village des technologies de l'information et de la biotechnologie Vitib de Grand Bassam marque le démarrage des travaux de construction de ces tours jumelles de 16 étages chacune. La fin des travaux est prévue dans 24 mois.
Ce projet est entièrement financé par un investisseur privé mauricien à plus de 10 milliards de francs CFA. En donnant le feu vert à la concrétisation de ce projet, vous faites œuvre de pionnier, car la mise en place d'une infrastructure de cette envergure constitue une première et une étape historique dans le développement de l'économie numérique en Côte d'Ivoire. Selon le Premier ministre mauricien, la construction des tours jumelles va donner une nouvelle impulsion à la stratégie africaine de son pays, tout en facilitant les investissements mauriciens en Afrique. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, représentant le Premier ministre ivoirien, a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'île Maurice. Bruno Namayekone a rappelé le rôle clé que joue l'économie numérique dans le développement économique d'un pays. Les technologies de l'information et de la communication sont une réelle opportunité pour la modernisation de nos économies, de nos administrations, et un outil qui améliorera véritablement dans la durée notre environnement et les conditions de vie de nos populations. L'espace qui accueille la cérémonie de ce jour ambitionne de devenir un écosystème où l'on retrouvera le gratin des TIC de l'activité numérique. À l'issue de l'accord cadre signé aujourd'hui entre le VITIB et le Fonds mauricien pour l'Afrique, d'autres projets similaires voient le jour. C'est en mars 2017 qu'un protocole d'accord avait été signé, établissant une collaboration entre le VITIB et le Fonds mauricien pour l'Afrique, afin d'attirer les investisseurs de l'île Maurice dans la zone franche de la biotechnologie et des technologies de l'information et de la communication. Bientôt, un autre chantier va être ouvert quelque part en Côte d'Ivoire. C'est sur l'axe Yamoussoukro-Daloa que des travaux vont être engagés dès aujourd'hui même. C'est la réhabilitation de la voie pour le bonheur des usagers. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly donnera donc ce samedi le coup d'envoi des travaux qui, à coup sûr, redonneront un bien meilleur visage à l'axe Yamoussoukro-Daloa qui, vous le voyez, est dans un état de dégradation très avancé. L'axe Yamoussoukro-Daloa mal en point, à l'image d'autres routes du pays. C'est une réalité, mais qui ne devrait pas surprendre. Depuis plus de 20 ans, les voies bitumées de Côte d'Ivoire n'ont pas bénéficié d'entretien régulier. Et le résultat, on le connaît. Mais le gouvernement prend le taureau par les cornes pour tenter de pallier cette situation. Depuis le mois d'octobre dernier, l'État a lancé un programme d'entretien routier d'envergure. Où en sommes-nous à l'heure qu'il est? On fait le point avec Eugène Atoubé. Yamoussoukro-Boiflé, Boiflé-Daloa. Emprunter ces tronçons en leur état actuel relève d'un parcours du combattant. Sur ces routes bitumées réhabilitées il y a à peine 2 ans, les avis des techniciens sont tranchés. La chaussée que vous voyez est composée de 4 couches. Si la chaussée est fatiguée, qu'on ne fait pas une reprise de ces couches-là, alors les réparations ne peuvent pas tenir longtemps. Lorsque le débroussaillement des accotements n'est pas fait, l'eau superficielle de ruissellement va stagner quelque part sur la chaussée. Lorsque l'eau stagne, elle cherche à s'infiltrer. Et lorsqu'elle s'infiltre, alors les couches sous-jacentes vont être atteintes et les dégradations vont commencer. La résultante de ces maux qui, avec le temps, finissent par altérer la santé de la route bitumée, c'est autant l'absence de suivi contrôle rigoureux des travaux à l'origine que le manque d'entretien régulier. Conséquence, nos routes ont perdu de leur superbe. On peut aussi remarquer ces dépotoirs et ces lieux de repos éternels qui agressent les routes bitumées. Autant de marques de l'action de l'homme qui, ignorance coupable, semble lui-même n'en avoir pas conscience. À Gonaté, il n'y a pas un coin où on doit verser les ordures. C'est pour ça que les femmes se mettent toujours en tête pour venir verser les ordures dans la rue. Plusieurs fois, nous avons mené des campagnes pour sensibiliser nos mamans, nos femmes, pour aller un peu plus loin. Mais souvent, c'est nuitamment ou bien très tôt, elles viennent déverser. La part de l'homme lui-même dans la dégradation des routes revêtues est considérable. Et conjuguée avec l'effet des intempéries, c'est dans un profond coma qu'on les plonge, comme décrié par ces usagers rencontrés entre Boiflé et Daloa. 3 semaines en arrière, on ne peut pas passer là. Tout ça était des herbes. Donc quand tu fais un faux pas, ce sont des bois ou bien les piquants qui t'accueillent. Donc nous sommes obligés de rouler au milieu du goudron. Et maintenant là, la route est dégagée. Les jeunes gens se portent volontiers pour débroussailler. Bon, on ne peut que les encourager et leur dire merci pour notre sécurité. Les travaux manuels pour renouer avec les bonnes habitudes de l'entretien régulier des routes bitumées de Côte d'Ivoire, comme du temps
de la défunte TP. Depuis le temps colonial jusqu'aux années 1998, les travaux d'entretien routier ont été exécutés en régie. Et c'est ce qui a permis à la Côte d'Ivoire, disons, de développer son réseau routier depuis les années d'indépendance jusqu'aux années 1998, où l'État a pris l'engagement de concéder l'exécution de ces travaux au secteur privé. Donc nous envisageons élaborer, disons, un code routier pour définir, disons, le mode d'exploitation de nos infrastructures et les pénalités qui vont s'en suivre en cas de mauvaise utilisation des infrastructures. Des travaux manuels portent sur le débroussaillement des accotements et emprises, le désensablement, le curage des caniveaux, bus et dallos, la destruction des termitières et l'élagage des arbustes et arbres avec le concours des populations riveraines. C'est une activité à haute intensité et main-d'œuvre, et donc ça permet d'avoir des ressources par rapport à leurs besoins quotidiens. Et cette activité aussi, si ces jeunes sont organisés en coopérative, ça peut permettre d'avoir une activité qui peut être pérenne, parce que nous avons repris cette activité qui va s'exécuter chaque année. Nous sommes payés par contrat, au fait, c'est le mètre carré à 5 francs. Tout ce qu'ils nous demanderont de faire dans le courant de nos contrats, on est apte à pouvoir venir le faire pendant le temps qui a été donné. La route va retrouver un état acceptable, avec une visibilité acceptable, et elle pourrait durer, nous empêcher de venir refaire des travaux. 1 milliard de francs CFA, c'est le montant alloué aux travaux manuels. Une opération entrevue comme le nouveau mode d'entretien routier qui va donner aux routes revêtues en Côte d'Ivoire toutes les garanties de sécurité, la satisfaction des usagers, mais encore leur durabilité. C'était un reportage signé Eugène Atoubé. Voilà une nouvelle qui devrait plaire aux souscripteurs d'AgroBusiness. Le processus de remboursement se poursuit. L'administration séquestre en charge du dossier vient d'ailleurs de faire un bilan sur l'évolution des paiements et plus de 64% des souscripteurs recensés ont été payés. Les précisions de Francis Boifo. Les listes des réclamations et des retardataires au processus de remboursement des souscripteurs d'AgroBusiness disponibles sur le site www.agrobusiness.ci. C'est l'administrateur séquestre qui l'a annoncé mercredi lors d'une rencontre avec la presse. Drissa Koné a fait le point de l'évolution des paiements. On avait à peu près 23 milliards 380 millions 255 602 francs qui étaient engagés pour paiement pour 48 799 personnes. Nous notons que 15 milliards 342 millions 747 676 francs, qui représentent à peu près 64,20% des ressources disponibles, ont déjà été payés, et pour 19 621 souscripteurs. Il faut effectivement se faire enrôler auprès des banques, et on encourage également les banques qui ont déjà enrôlé à procéder au paiement, et celles pour lesquelles ce n'est pas encore fait, véritablement de s'engager, de poursuivre le processus. L'objectif, selon Drissa Koné, c'est de permettre à tous les souscripteurs qui ont été pris en compte lors de l'opération de recensement en février dernier de se faire rembourser en tenant compte des sommes disponibles sur les comptes des structures d'agrobusiness et les taux de remboursement retenus par le comité d'experts. Le gouvernement accentue la promotion des élèves et étudiants méritants. Le secrétaire d'État chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle vient d'offrir 18 bourses d'études aux étudiants ivoiriens les plus méritants de la formation professionnelle. Une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la coopération ivoiro-marocaine. Davis Oyo, Serge Collier. 18 étudiants ivoiriens bénéficiaires de bourses d'études issus d'établissements professionnels. Ces apprenants vont pouvoir se perfectionner au Maroc. Ce voyage s'inscrit dans le cadre de la coopération ivoiro-marocaine. C'est une véritable opportunité que leur pays, la Côte d'Ivoire, à travers sa coopération avec le Maroc, leur offre, parce qu'ils sont meilleurs, continuent à être meilleurs, et
après les études, venir se mettre au service de leur pays qui a amorcé sa dynamique d'émergence. Pour le secrétaire d'État, la formation professionnelle constitue une réponse à l'immigration irrégulière. La formation professionnelle est l'une des réponses. D'ailleurs, nous avons un programme avec notre agence l'AGFOP, mise en place par le ministère de la promotion de la jeunesse et le ministère de l'intégration africaine, qui permet de prendre en charge certains immigrés qui sont de retour et leur donner une formation professionnelle de qualité. Parmi les bénéficiaires figurent Véronique Assiba et Franck Nadjo. Honorés à l'occasion de la journée de l'excellence, ces étudiants ont promis redoubler d'efforts comme leurs camarades pour se faire les dignes représentants de la Côte d'Ivoire au Maroc. Le ministre l'a dit, nous partons encore en mission. Voilà, nous partons représenter la Côte d'Ivoire. Donc nous ne pouvons que donner ce que nous avons. Ce qui nous a même amenés ici aujourd'hui, c'est le travail toujours. Et je peux encore promettre au président et au ministre que nous allons revenir avec de très bons résultats. Cette cérémonie de remise de bourse d'études aux meilleurs élèves de la formation professionnelle vise à inculquer aux apprenants la culture de l'excellence, veut cher au président de la République Alassane Ouattara. Venons-en à présent au Maouloud, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Il a été célébré, le Maouloud célèbre déjà à la date du 12 de Rabi al-Awwal, 3e mois de l'année musulmane. Toute la nuit de jeudi à vendredi, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire l'a célébré. Retour donc sur cette célébration à Touba et Odiéné, où notre reporter a fait le tour de quelques mosquées. Cette année, la célébration du Maoulid s'est voulue particulière. Le ministre Mamadou Sanogo parraine cette célébration du Maoulid à Touba et représentant à la fois le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, haut patron de ce moment spirituel, a rappelé le message du chef du gouvernement qui invite à l'union et à la solidarité des cadres pour le développement du Bafing. Pendant 4 heures d'horloge, les guides religieux ont prié pour la paix en Côte d'Ivoire et surtout pour le développement de la région du Bafing. Pour cette édition du Maoulid, honneur a été fait à la famille Fadiga pour conduire ces moments de haute spiritualité. La célébration du Maoulid à Kénédian a bénéficié du soutien du ministre Gawussou Touré, des élus et cadres de la région, mais aussi d'une forte délégation marocaine invitée spéciale. À cette occasion, de nombreux fidèles venus du district d'Abidjan, des villages et pays voisins et de la diaspora. À Odiéné, le Maoulid est célébré pendant 3 jours dans 3 localités, Kénédian, Dabadougou et Odiéné, chef-lieu des départements. Tout comme les routes ivoiriennes, les établissements hôteliers également n'ont pas connu de réforme depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, les hôtels en Côte d'Ivoire doivent répondre à de nouveaux critères pour le classement des étoiles, d'où la tenue d'un séminaire de 2 jours qui avait pour objectif l'adoption de nouvelles normes de la procédure de classement des établissements touristiques. On en sait plus avec Patricia Omouitia. Plus de 20 ans sans réforme. Les établissements hôteliers en Côte d'Ivoire vont répondre à de nouveaux critères pour obtenir le classement de leurs étoiles. Seulement 25% des hôtels sur environ 2000 établissements sont classés. Les hôtels donc se construisent et se classent elles-mêmes. Et vous savez, aujourd'hui, il y a une mondialisation qui fait que lorsque vous êtes dans un pays, vous voulez aller dans un hôtel de 3 étoiles. On vous donne un hôtel de 3 étoiles. Ici, quand vous venez, vous allez dans un hôtel, on vous dit 3 étoiles, mais ce n'est pas forcément les 3 étoiles. Il faut que les étoiles que vous avez, par exemple, dans n'importe quel pays du monde, puissiez trouver à peu près l'équivalent ici. Pour obtenir un classement, l'inspection de l'établissement concerné est nécessaire. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Vous avez la superficie de l'hôtel, de la chambre. Vous avez les matériaux donc, que vous utilisez pour la construction. Vous avez l'environnement. Vous avez également l'ameublement, vous avez la décoration. Et en fonction de tout ça, nous disons que tel hôtel est un 3 étoiles, tel hôtel est un 4 étoiles. La procédure de classement des hôtels est utilisée pour évaluer les établissements hôteliers. Elle détermine selon une échelle de 1 à 5 le niveau de service et d'aménagement auquel l'établissement prétend. En Côte d'Ivoire, le dernier classement des établissements hôteliers date de plus de 20 ans. Ce séminaire n'est que le début d'une série d'activités pour l'amélioration et la qualité de l'offre des établissements hôteliers.
Et puis, un mot de sport dans ce journal. Le tirage au sort de la 21e Coupe du monde de football a eu lieu hier vendredi, 1er décembre, au Kremlin, à Moscou, en présence de plusieurs stars du ballon rond. Un grand jour pour les 32 nations qui participeront à ce mondial 2018, mais aussi pour le pays organisateur de l'événement. On en parle avec nos confrères de RTI Sport. Il n'y a pas vraiment de groupe de la mort qui se dégage à la suite du tirage au sort de la Coupe du Monde 2018 qui s'est déroulée ce vendredi en Russie. Mais le groupe B réserve une belle affiche entre le Portugal, champion d'Europe, et l'Espagne, vainqueur des Euro 2008, 2012 et de la Coupe du Monde 2010. Qualifiés in extremis pour la Coupe du Monde 2018, Lionel Messi et les Argentins, finalistes malheureux de l'édition précédente, évolueront dans le groupe D en Russie, aux côtés de la Croatie, passée par les barrages, de l'Islande qui participera pour la première fois à la compétition et du Nigeria, 8e de finaliste au Brésil. Tiré dans la poule E, le Brésil, quintuple champion du monde, a hérité de la Suisse, du Costa Rica et de la Serbie. Un groupe abordable pour les coéquipiers de Neymar qui débuteront la compétition par le plus gros morceau, la Suisse, qu'ils affronteront le 17 juin prochain à Samara. Placé aux commandes de la poule F du premier tour de la Coupe du Monde 2018 en sa qualité de tête de série, l'Allemagne, championne du monde en titre, défiera en premier lieu le Mexique le 17 juin à Moscou. La Suède sera ensuite au programme de la Mannschaft 6 jours plus tard, puis la Corée du Sud le 27 juin. Pour les pays africains, c'est un tirage abordable pour certains. 28 ans après sa dernière participation, l'Égypte est le premier pays africain qui s'en tire le mieux en héritant de la Russie, certains pays hôtes même pas flamboyantes ces dernières années, de l'Arabie Saoudite dans un choc du monde arabe et de l'Uruguay qui fera figure de favori dans ce groupe. Le Nigeria s'en sort moyennement bien dans le groupe D où les Super Eagles retrouveront encore l'Argentine qu'ils viennent de battre 4-2 en amical, ainsi que la Croatie et l'Islande. Le Sénégal ne s'en tire pas trop mal en étant placé dans le groupe H équilibré avec la Colombie, la Pologne et le Japon. Bien sûr, les Lions de la Teranga ne partent pas favoris, mais l'espoir est permis. Mais le sort n'a pas été clément avec le Maroc de retour 20 ans après. Les Lions de l'Atlas héritent de l'Espagne, du Portugal et de l'Iran dans le groupe B. Une poule très relevée entre voisins de la péninsule ibérique. Inutile de vous rappeler que la Côte d'Ivoire ne participera pas à cette grand-messe du football, mais heureusement, on a de quoi se consoler. Abidjan sera pendant 5 jours la capitale du taekwondo mondial. 32 nations sont représentées dès ce samedi sur le tatami du Palais des Sports de Treichville pour prendre part à la finale des Grands Prix et la Coupe du monde de taekwondo par équipe. Encore un honneur fait à la Côte d'Ivoire. C'est un rendez-vous mondial qui se déroule pour la première fois sur le continent africain. 4 années après l'organisation de la Coupe du monde de taekwondo à Abidjan, la Fédération ivoirienne de taekwondo se prépare à réunir sur un même tatami 139 tireurs en provenance de 12 pays pour le compte de la finale des Grands Prix et la Coupe du monde de taekwondo par équipe du 2 au 7 décembre au Palais des Sports de Treichville. La Coupe du monde par équipe nationale réunira du 5 au 6 décembre 16 équipes dont 8 féminines et 8 masculines qui viendront de 12 pays. L'Azerbaïdjan, l'Allemagne, la Chine Taipei, la Corée, la Russie, la Turquie, l'Iran, la Serbie, les États-Unis, le Mexique et la Côte d'Ivoire. Cissé Cheikh Salah et Gbagberut, médaillés olympiques en 2016, Mamina Kone, Koulibaly Bouma défendront les couleurs de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous des meilleurs athlètes. Un gala des awards le 4 décembre prochain, cérémonie qui récompense les meilleurs athlètes, encadreurs techniques et dirigeants du taekwondo, est également au menu. Pour rappel, c'est devant de grandes nations présentes à la 27e Assemblée générale ordinaire de la Fédération mondiale de taekwondo tenue le 14 novembre 2016 au Canada que Maître Bamba Cheikh Daniel, président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, a obtenu l'organisation couplée de la finale des Grands Prix et la Coupe du monde de taekwondo par équipe en décembre 2017.
La Côte d'Ivoire vibre donc au rythme du sport ce week-end. Le championnat national de football est à sa 8e journée. 8e journée qui se jouera ces samedi et dimanche à Abidjan, Bouaké et Gagnoa. Gagnoa qui pour la réouverture de son stade accueille l'Africa Sport pour un match qui promet. l'ASEC Mimosa, leader du championnat, pourra-t-elle conserver son fauteuil? On le saura bien ce week-end. La 8e journée du championnat sera-t-elle celle du renouveau pour certaines équipes comme la SOA, Lanterne Rouge et l'AS Tanda qui se cherchent un nouveau souffle avec les changements de leur staff technique. Elles repartent à l'assaut d'une première victoire. L'Africa Sport, 2e au classement, se déplace samedi dans l'antre du Sporting Club de Gagnoa, dans la région du Gor, pour affronter les hommes du fromager qui occupent la 5e place du classement général. Un match qui promet des étincelles. Ce même samedi, à Bouaké, les héritiers du trône de Mossou s'attaquent à l'actuel 4e du championnat, Bouaké FC. Le stade d'Abidjan va essayer de se détacher de la SOA au niveau du bas du classement. Le WAC, 6e, demeure invaincu après 7 journées et va croiser le fer avec Bassam, 7e. Un duel de milieu de classement qui s'annonce serré. La machine Mimosa, actuellement en tête du classement avec 16 points, commence à retrouver ses marques et compte bien dérouler face aux étoiles du Gontougo sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Avant cela, les Lions du Plateau vont se refaire un moral en engageant la bataille contre le FC San Pedro au stade Robert Champroux de Marcory. Et vous pourrez bien sûr suivre ces rencontres sur les chaînes du groupe RTI. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.